Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. François Bayrou a présenté hier son projet de refonte de l'administration territoriale de l'État. Au centre de cette réforme, un renforcement du rôle des préfets et une proposition choc qui suscite la controverse. Instaurer une année blanche pour les dépenses publiques avec notamment un gel partiel des prestations sociales. L'ambition est claire, gagner en efficacité et limiter le gaspillage. Mais à quel coût ? Est-ce une réponse lucide à l'urgence budgétaire ou une pression supplémentaire sur les plus vulnérables ? Il faut faire 50 milliards d'économies. Certains parlementaires proposent de toucher les grandes fortunes. Pour d'autres, il faut geler les aides sociales. Faites vos jeux. La question sur le compte X du Sud Radio, de Sud Radio. Et pour notre débat, la voici. Projet de réforme Bayrou. Faut-il geler les dépenses publiques pendant un an ? Pour l'instant, vous dites oui à 66%. Donc non à 34%. C'est y a intéressant. pas de... Voilà, donc vous êtes plutôt... oui, non, mais il faut le préciser parce que des fois, il y a des ne se prononcent pas, etc. Donc plutôt option serrer la ceinture. Mais si vous avez envie d'enlever un cran, vous continuez de voter sur le compte X ou si vous les resserrez aussi, les deux ça marche. Ouais, chacun son truc. Alors Benoît Perrin, je vais vous reposer la question pour que vous étayiez un petit peu ce que vous nous avez dit juste avant la coupure. Pour vous, c'est tant une mesure de bon sens, qu'une stratégie à haut risque social, cette histoire d'année blanche. Oui, stratégie de bon sens, pourquoi ? Le sujet est assez simple, c'est qu'on a, tout le monde le sait, des gros problèmes budgétaires et on sait de l'autre côté qu'on a de gros problèmes politiques, c'est-à-dire qu'on peut pas faire voter grand-chose. Donc du coup, il faut se tourner vers les solutions avec le plus d'impact, c'est-à-dire celles qui permettent de réduire considérablement les dépenses de l'État et en même temps des mesures qui soient les plus acceptables possibles pour finalement quasiment tous les Français. Donc l'année blanche, c'est quoi ? C'est très simple, c'est qu'on se dit voilà, on a 1700 milliards de dépenses en 2025, eh bien on en aura exactement autant en 2026. Alors pourquoi on dit que c'est un effort budgétaire ? C'est un effort budgétaire parce qu'en fait, la dépense publique, si vous ne faites rien, en fait, elle augmente tous les ans. Avec l'inflation, pas seulement. Avec l'inflation, vous avez totalement raison. Deux, avec un certain nombre de prestations sociales qui sont indexées automatiquement sur l'inflation. Vous avez les retraites qui sont indexées sur l'inflation. Vous avez aussi naturellement la revalorisation des traitements des fonctionnaires. Comme vous le savez, il y a une part de la rémunération des fonctionnaires qui est basée sur l'ancienneté. Donc par définition, ça monte mécaniquement. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle des plans pluriannuels de dépenses, typiquement sur le ministère de la Défense, où on s'engage chaque année à dépenser un peu plus. Ouais. Donc autrement dit, si on ne fait rien, la dépense publique augmente naturellement. Donc le fait de geler la dépense publique, c'est simplement de dire, voilà, on arrête cette espèce de mécanique infernale et on se dit, voilà, on stoppe la dépense et pour ce faire, il y a plusieurs leviers. Pardon, sauf s'il y a le Covid ou sauf s'il y a la guerre, mais enfin c'est une autre histoire. Ouais. Alors si on a le Covid de la guerre, c'est le problème en fait du couple qui a un problème de chaudière. C'est-à-dire que le problème c'est que un couple qui a un problème de chaudière, normalement il fait des économies pour justement mettre de côté au cas où il y a une crise. Le problème de la France, c'est qu'on met jamais de côté, on passe son temps en fait à payer le train de vie de l'État et du coup on n'a pas un copec si jamais il y a un événement inattendu. Alors il y a Jean-Philippe Tanguy du RN qui dit c'est le degré zéro de la gestion politique. Si c'est pour faire cela, autant remplacer le ministre des Finances par ChatGPT qui gérera tout aussi mollement les comptes de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Lorraine ? En fait, c'est ça la question, c'est où est-ce qu'on va geler, qu'est-ce qu'on va geler, qui va en pâtir et est-ce que c'est vraiment stratégique de geler tout le monde à la même échelle alors qu'il y a évidemment des secteurs dans lesquels la dépense est essentielle. On parlait justement du ministère de la Défense, on ne peut pas lésigner là-dessus dans le contexte actuel. Je pense aussi que ça va avoir... La santé aussi, par exemple. La santé, évidemment. On l'a vu aussi, on parlait du Covid tout à l'heure. Voilà, on s'est retrouvés bien face au mur au moment où c'est arrivé. On est un peu les cigales dans tout ça. Et donc, évidemment, faut pas se laisser avoir par ces belles formules d'année blanche. Parce qu'en fait, le constat, tout le monde le fait. Les Français ont bien compris déjà. On parle de se serrer la ceinture, ils le font déjà tous. En fait, on le fait déjà tous. Donc, voilà, c'est juste une stratégie de com. On va se serrer la ceinture, ça va aller mieux. Tout le monde sait qu'on va passer par là. Mais après, voilà, faut voir parce que les dépenses de santé, on peut pas faire autrement avec le vieillissement de la population. Est-ce que ça va pas aussi avoir un impact sur la consommation derrière ? Est-ce que derrière, on va aussi alléger les impôts sur les entreprises pour qu'elles puissent produire plus ? Enfin, voilà, il y a plein de si dans cette année blanche. Alors Rosie Bordet, vous êtes élue en ruralité, donc vous allez pouvoir nous parler justement de l'impact que ça pourrait avoir, ce gel par exemple de certaines prestations sociales sur le peuple, objectivement, ou les gueux comme les appellerait Alexandre Jardin. D'abord, pardonnez-moi, la dépense, je pense qu'il faudrait peut-être revoir déjà au sein de l'État.
parce qu'aujourd'hui, il y a une dépense extraordinaire concernant les fonctionnaires, les millefeuilles administratifs, enfin, donc je peux dérouler, on en a pour un moment. Donc je pense déjà, il faudrait peut-être regarder par là. L'année blanche, oui, je pense que c'est utile, compte tenu de la situation au sein de nos instances, la débandade totale de nos élus. Donc pour voter quelque chose, effectivement, je pense que le Premier ministre a peut-être raison, c'est plus sage de mettre une année blanche. Maintenant, pour revenir à votre question, Judith, concernant la ruralité, élus dans la ruralité, oui, forcément qu'il va avoir une répercussion sur nous, sur le terrain. Donc, il va falloir gérer. On gère déjà, nous, les cantines. Le quotidien, oui. Exactement. Alors, plus précisément, les ruralités, c'est plus les localités, en fait. Exactement. On voit déjà que les subventions sont en train de diminuer et que ça va aller encore plus dans ce sens-là, moins de subventions. Donc, les entreprises, pour s'installer, pareil, il faut alléger les charges pour que les entreprises puissent s'installer et embaucher pour le développement économique. Donc, je pense qu'on peut énumérer comme ça beaucoup de choses, mais moi, je partirais vraiment sur cette millefeuille administrative et surtout sur le nombre de fonctionnaires aujourd'hui et l'utilité. Peut-être qu'il faut avoir une vraie réflexion sur la situation de la France avec des gens qu'on paye. Les anciens présidents de la République, les anciens ministres, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément d'argent, mais ça doit être quelque chose d'un peu plus global aussi. Plus global, mais c'est toujours les mêmes qui vont payer. C'est toujours les mêmes. Benoît Perrin, est-ce que dans cette option, on l'a compris, alors appelons-le année blanche, gel des dépenses, etc., est-ce que forcément il y a une obligation de faire un choix politique? Est-ce que finalement vous ne dites pas il y a une réalité et il n'est pas question de dire je privilégie ça ou privilégie pas? Oui, quand même, c'est un choix politique avant tout. Alors c'est un choix politique avant tout. Maintenant, il faut reconnaître quand même que c'est une solution de facilité. Mais c'est une solution de facilité. La solution de facilité, c'est l'année blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on décide rien. Il n'y a pas de choix politique. Au sens où, par définition, en fait, on laisse les choses en l'état. D'où le choix politique à la Bayrou, quoi. Exactement. Donc ça, c'est pas faux. Mais la difficulté de cette solution, c'est qu'on sait qu'elle est temporaire et que surtout, elle permet à peu près, parce que c'est quand même, il faut parler chiffres, d'économiser à peu près 20 milliards sur l'effort budgétaire qui est demandé de 40 milliards. Donc c'est à peu près 50% de l'effort peut être fait quasiment en une seconde, en gelant, encore une fois, toutes les dépenses de l'État. Donc c'est quand même très efficace. Mais il faut pas se contenter de ça, parce qu'effectivement, si vous contentez de ça, vous n'arrivez pas à ces fameux 40 milliards, et de toute façon, ce sont pas des économies structurelles. Madame a raison. Les économies structurelles, c'est quoi? Rosie Bordet. Ouais. Rosie Bordet a raison. Les économies structurelles, c'est quoi? C'est évidemment regarder les retraites, c'est évidemment regarder la santé, c'est évidemment regarder le budget des collectivités locales, c'est de regarder le budget de la sphère sociale, parce que la sphère sociale, c'est quand même 50% de la dépense publique. L'État, c'est 30% de la dépense publique. Les collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique. Donc, autrement dit, on peut pas se contenter de ça, et je vais même aller plus loin. Le drame, c'est que surtout, on peut pas se contenter de ça sur les années à venir. Comme vous le savez, simplement pour stabiliser la dette aux alentours de 110% du PIB, on doit faire à peu près 120 milliards d'économies sur les années qui viennent. Donc de toute façon, cette année blanche, elle va très probablement de toute façon se renouveler année après année, parce que on a des efforts considérables à faire simplement pour, encore une fois, maintenir le niveau de la dette par rapport à notre PIB à 110%. Donc effectivement, il faut bien en avoir conscience que on est presque au début des efforts, simplement pour atteindre nos objectifs à la fois de dette et de déficit. Bon, on peut se reposer la question que posait Rosie Bordet au départ. Anne-Lorraine, par exemple, comment ça se fait qu'on va pas couper directement dans les dépenses sur effectivement les salaires qu'on verse encore aux anciens ministres, ou le nombre de députés, ou je ne sais quelle administration très lourde finalement, beaucoup de fonctionnaires, on le sait aussi, qui coûtent très cher à l'État. Pourquoi est-ce que ça serait toujours les mêmes qui trinquent? On parlait de solutions de facilité, c'est clairement ça. C'est sûr que c'est plus facile de dire on va couper pour tout le monde, alors que ça va avoir un effet peanut sur la dette globale, sur le déficit global. Donc oui, c'est plus facile que de s'attaquer au vrai problème. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, on parlait de dépenses sociales, mais aussi un gros sujet sur l'immigration. Encore une fois, on va dire encore que à l'heure actuelle, on radote sur l'immigration, mais c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de dépenses inutiles aussi là-dedans, et on s'inflige quelque chose un peu gratuitement. C'est souvent évoqué d'ailleurs. On parlait des dépenses sociales, mais c'est souvent évoqué sur les protections sociales offertes aux personnes d'autres pays. On parle de la CMU. Voilà, et ça fait partie des débats. À un moment donné, il faut arrêter, parce qu'aujourd'hui, tout est relié à l'immigration.
Dès qu'il y a un problème, plein de sujets, voilà. Mais on ramène quand même le sujet sur l'immigration. Donc, je pense qu'il faut arrêter un moment et se poser aussi les bonnes questions. Donc, l'immigration, bon, moi, je vais aller plus loin. C'est vrai qu'on accueille, les gens arrivent illégalement, etc. On accueille les gens, mais si on essayait de maintenir ces gens-là. Bien sûr qu'il y a les guerres, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les continents. Je parle plutôt du continent africain que je connais un peu. Donc, si on arrivait à développer ce pays pour que les migrants restent chez eux, moi, dans ma commune, on accueille des migrants mineurs, non accompagnés. Donc, vous croyez que ces petits jeunes-là, il y en a 12, de 9 ans à, allez, on va dire 17 ans, parce que quand ils sont majeurs, ils restent plus là. Vous croyez que ça leur fait plaisir de vivre encadrés tout le temps et d'être toujours de l'autre côté de la barrière, regardant ce qui se passe de l'autre côté, justement, dans le village. Lorsqu'il y a une fête, etc., on essaie de les inclure. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, une maman africaine, quand elle est enceinte, est-ce qu'elle se dit « je fais à manger pour les poissons qui sont dans la Méditerranée ?» Non, à un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il faut vraiment mettre le problème. Réglons les problèmes et arrêtons aujourd'hui avec l'immigration. Aujourd'hui, il n'y a pas d'immigrés, les restaurants ne fonctionnent pas. Donc, à un moment... Quand même, oui, bien sûr qu'il y a un coût. Mais mettons les Français au travail, pardon. Peut-être là, je ne suis pas du bon côté, mais mettons les Français au travail. Payons les gens avec leur vraie valeur du travail. Donnez-leur la façon... Moi, je ne supporte pas de voir les Français qui travaillent, les travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture. Vous trouvez ça normal? Là, je parle pas d'immigration. Ils dorment dans la voiture précisément parce que le salaire, le travail ne paye pas assez. Le salaire ne paye pas. Pourquoi le salaire ne paye pas? Il faut aller au bout du raisonnement. Oui. Parce que vous avez beaucoup de charges sociales qui servent justement à financer un certain nombre de prestations sociales presque sans limite. Pas forcément les migrants. Sur mon village, il n'y a pas de migrants. Ils disent qu'on ne peut pas écarter l'immigration comme ça. Oui, non. C'est un problème parmi d'autres. Messieurs, c'est un problème. Merci. Nous avons une auditrice qui est en ligne au 0826 300 300. On rejoint Marie-Christine qui nous appelle de Nogent-le-Roi et qui est avec nous pendant toute l'émission. Marie-Christine, voilà, c'est à vous. Oui. Bon, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt du genre à dire il faut quand même qu'on se serre la ceinture, ou alors arrêtez, c'est toujours les mêmes nous qui faisons les efforts? Allô, est-ce que vous nous entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors vous êtes plutôt du genre, à vous serrer la ceinture, ou à dire c'est toujours les mêmes qui sont obligés de faire des efforts? Écoutez, vous avez Monsieur Perrin de Contribuables Associés, que je salue parce que je suis adhérente de cette association depuis plus de... Merci madame. Vous voyez, Monsieur Perrin, merci beaucoup. C'était donc elle. Merci, je plaisante. Parce que je vous dis que c'était elle l'auditrice de Sud Radio, non? Bon, bah alors. Faut qu'on l'écoute. Excusez-moi, Marie-Christine, on vous entend pas. Allez-y, parlez plus fort. Oui, ça fait des années que Contribuables Associés donne des réponses extrêmement argumentées à ce genre de questions, et aucun politique n'en tient compte. C'est absolument scandaleux. Parce que là, il y a vraiment des points d'économie tout à fait substantiels, intéressantes, utiles et nécessaires. Voilà, merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Christine. C'est un témoignage du bon sens. Mais vous restez là, Marie-Christine. Vous restez avec nous parce qu'il y a encore des trucs qui se passent. Ouais. Alors, on va remercier notre invité Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Merci d'être venu partager pour votre invitation. avec nous. À bientôt avec ses administrés. Merci beaucoup. Qui est bien organisé. Voilà, puis on reste avec Anne-Lorraine Rousseau et Rosie Bordet tout de suite. Ça va être la suite de l'émission et le Tour de France, tout à fait.